Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. De famille catholique à Nantes, non, c'est pas marrant. Non, on peut dire qu'on l'a retrouvé en tant de magasin de terrassier en Irlande ou tu vois. Chez Laurent Merlin. Ouais. En train Il bossait d'acheter chez Laurent là. des sacs de ciment de Chauville. Il bossait là-bas. Ah oui. Non, il s'en Il a été conseiller au rayon jardinage, Jordan, il le sent jardin et pas. terrasse. Non, alors on peut faire n'importe quelle blague, n'importe où, n'importe quoi, mais pas le roi Merlin. Juste, je sors d'un mois de travaux là, j'en peux plus. J'en peux plus. Non mais en fait on s'en fout de. Tu voulais parler de qui là, c'est ça, Xavier, c'est ça? Un Oui, certain non mais Xavier. on s'en fout, on parle de n'importe quoi. C'est, je sais pas. Eh ben on s'en fout. Alors on va commencer tout de suite le Contrecast, épisode 22. C'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous. Et comme d'habitude, on commence par un traditionnel tour de table avec celui qui reste notre référent de vieilles choses, mais comme on dit, oldies but goldies. Alors il n'est pas là, mais ce sera notre envoyé spécial, c'est Queutrus. On l'entendra un petit peu plus tard. Il y a aussi celle qui a une voix que vous n'avez peut-être jamais entendue et qu'on accueille avec grand plaisir aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Alors tu as un sujet aujourd'hui, tu es toute nouvelle dans le Contrecast, c'est cool, bienvenue déjà. Oui, c'est la rentrée. C'est la je suis rentrée, nouvelle. tout à fait. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler d'un sujet dont je ne parle absolument jamais. Je vais vous parler de Twin Peaks. Voilà. Très bien. C'est quoi, c'est un bouquin? C'est un C'est, film. c'est plein de choses. C'est plein À la de choses. Ouais. Et on l'a déjà entendu, mais celui que je ne remercierai jamais assez parce qu'il a peint 2 fois le plafond de mon salon. Bonjour, j'espère. Ah, ça, je m'attendais pas à ça du tout, mais ok. Bah, c'est vrai. Et écoute, merci, ça me touche. Salut. Dès que je serai allongé sur mon canapé, je verrai. Tu y penseras. Tu vas bien? Comment vas-tu? Écoute, je suis en congé aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Super, mais tu seras pas en congé le jour de la diffusion et on s'en fout. Je pense que c'est Non, pas c'est hyper vrai. important parce que les gens qui nous écoutent, voilà. Et quel est ton sujet du jour? Je vais parler jeux vidéo, Rage, Switch. Ok, ça me va, c'est pas mal. Et avant de commencer le premier sujet, j'ai quand même quelque chose à vous annoncer parce qu'en fait, on rejoint aujourd'hui même, hein, vraiment, et à partir de ce numéro 22, donc un collectif de podcasts qui s'appelle le Vaisseau Hypersensas ou VHS pour les intimes. Vous apprécierez la référence. Donc c'est quoi? C'est plusieurs podcasts. Il y a le Comics Podcast, il y a Whisperos, le Défaussé, 6388, Kumité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys et donc nous, le Contrecast. Donc c'est une super nouvelle, ça nous permet d'avoir un studio pour enregistrer, ça c'est quand même trop la classe. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les personnes autour de moi aujourd'hui faisaient déjà partie de ce vaisseau. Donc en fait, c'est un peu moi le nouveau. Étonnant. Ah, c'est pour ça que ça me parlait. Ce que tu Oui, disais. forcément. Mais évidemment, toute l'équipe, les présents comme les absents, se joignent à moi pour vous dire qu'on est hyper fiers de rejoindre cette équipe du VHS. Et puis allons-y, puisque c'est parti pour le premier sujet. Il m'a suffi de visionner 30 secondes d'un trailer pour me dire que ça avait l'air ouf comme jeu. J'ai l'impression que c'est une sorte de Super Meat Boy dans le monde coloré d'un Rayman. Et j'espère que j'ai pas trop spoilé en disant ça, mais allez, raconte-nous, Zef. Oui, et du coup, t'as pas dit le nom du jeu? Tu veux non. que je le fasse? Eh bien sûr. Ok, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Ukonoka. Au moment où j'en parle, j'y ai joué environ 3 heures. C'est bien. Et c'est déjà pas mal. Et en vrai, je pense que... Alors, j'ai pas fait le tour du jeu clairement là-dessus, mais je suis passé par plusieurs états. Lorsque j'ai commencé ce jeu, par l'état où putain, c'est trop beau. Parce que c'est vraiment trop beau, en vrai. C'est ultra mignon, j'y reviendrai. Je suis passé par un état de « Ah putain, c'est trop bien, on dirait Super Meat Boy ». Et après, je suis passé par un état de rage absolu, où je rageais parce que j'arrivais pas à passer genre le 5e niveau, ce qui est vraiment ridicule. Donc Konaka, en fait, c'est un jeu de chez Ignition Game, si je dis pas de bêtises, mais Jordan va me rattraper. Publishing, merci. Qui est sorti alors en fin 2018. Et je suis assez étonné, en fait, date de sortie initiale fin 2018, ce que je vois sous mon truc, et qui a été développé par Caracal Games, que je connais pas du tout à la base. Et comme j'ai pas de connexion internet, là, je peux pas vérifier ça, mais c'est pas grave. Et donc, Okunoka, c'est un jeu, comme je l'ai dit, à Super Meat Boy. C'est-à-dire que c'est un platformer, et dans lequel, en fait, on va avoir un niveau qui est très court, qui va durer en moyenne entre 2 secondes et une dizaine de secondes max. Et dès qu'on finit le niveau, on enchaîne le suivant et ainsi de suite. Et en fait, le but du niveau, c'est d'aller du début jusqu'à la fin pour choper un petit objet, qui est un petit truc qu'on bouffe, que le personnage qu'on manie bouffe, pour montrer la fin du niveau. Le niveau est au début très simple, c'est-à-dire que c'est un platformer un peu hardcore, dans lequel on va
juste passer d'une plateforme à plateforme pour apprendre à manier le personnage, puis on va passer de plateforme à plateforme avec un peu plus de difficulté, avec des pièges, puis 2 pièges, puis 3 pièges, puis 4 pièges, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, et ça monte très très vite. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, toi, Jordan, de Super Meat Boy, sûrement. Tu vois que les niveaux les plus retors arrivaient vraiment sur la fin du jeu, ce qui paraît assez logique. Tu sais, les niveaux avec les ventilateurs où tu te laissais porter tout le long du niveau, ceux avec les scies qui bougent dans tous les sens et avec les lasers qu'il faut arrêter au fur et à mesure. Et bien là, en fait, c'est le début du jeu. Donc, en fait, tu arrives très vite dans une sensation assez hardcore. Et en vrai, je dis pas, je me considère pas comme nul à ce genre de jeu. D'un niveau moyen, Oui, quand même. tout au plus. Mais franchement, j'avais un peu perdu la main aussi depuis Céleste, que j'ai présenté il y a très longtemps déjà. Et du coup, là, je me suis vraiment retrouvé devant un jeu qui était ultra complexe d'un coup, mais qui est punitif pour le bon sens du terme. C'est vraiment, tu reprends tes réflexes de gamer un peu hardcore très rapidement. Le jeu est assez bien millimétré. J'ai des bémols là-dessus. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais comme tu l'as dit, effectivement, ça revient un peu à un croisement de Super Meat Boy et de Rayman, bien que j'ai jamais joué à Rayman en fait. Donc j'ai que la référence visuelle, mais elle suffit complètement parce qu'on a un petit bonhomme qui est mignon comme Rayman, qui est très coloré dans un monde extrêmement coloré lui aussi et très, très lumineux. Il y a une histoire de fond que j'ai pas vraiment compris. Apparemment, il y a une invasion d'extraterrestres ou une machine qui pousse le bonhomme à aller chasser des trucs pour manger. Mais c'est très bas du front un peu au niveau de base, au niveau histoire de base, parce que tu as un bonhomme qui cherche juste à bouffer les trucs. Et l'animation, quand il finit le niveau, c'est il vient de bouffer le truc et il pète. Et du coup, le truc qu'il vient de bouffer sort de son cul et devient un autre personnage lumineux. C'est vrai, hein, c'est l'animation. C'est dur de s'imaginer comme ça à l'oral. Ouais, il faut le voir. Ça, en fait, j'ai mis quelques niveaux à m'en rendre compte mais il est vraiment en train de bouffer et de le péter, entre guillemets. C'est le Japon, quoi. C'est très japonais. Ouais, c'est très japonais. C'est pas un studio japonais pour le coup, mais c'est très japonais dans l'imagerie, effectivement. Après, voilà. Donc les niveaux sont très retors. Là, je suis à la fin du niveau 2. Il y a plusieurs petits personnages qu'on va débloquer très rapidement. Et il y a le deuxième personnage, c'est un alien du film Alien, avec le truc vraiment avec la grande bouche et pas d'yeux là. Enfin, tu vois la gueule de l'alien. Et pour ça, j'étais vraiment très content. Qui a un pouvoir déjà plus particulier que le premier, parce que lui peut s'accrocher au mur et rester accroché au mur, donc ce qui facilite certains niveaux et ainsi de suite. Et apparemment, il y a une dizaine de personnages à débloquer, donc je pense que ça va beaucoup tourner au bout d'un moment sur comment choisir son personnage pour passer le bon niveau. Parce que je pense que le personnage de base, il va être plus difficile sur certains niveaux et inversement. Donc voilà, donc on a cet univers très coloré où la musique est très, très entraînante, enfin très cool en vrai, et assez intéressante, qui fait un peu rock par moment. Sur des niveaux retors, donc c'est du pur platformer pour ceux qui aiment ce genre de jeu, et on va pas se le cacher. On adore ça, enfin moi j'adore ça. Pareil. Je pense que je vais le roxer. Il est sorti sur Switch, PS4, PC, Xbox, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes là. Et disponible, je crois que c'est aux alentours de 15 balles maxi. Donc pour un petit jeu comme ça qui à mon avis va durer des heures, il y a un mode story, il y a un mode mission, il y a un mode hardcore, je sais pas encore ce que c'est, mais ça a l'air encore plus dur que dur. Difficile. Je crois que c'est difficile effectivement. Et on arrive sur un jeu très très bon. Je vais parler des bémols quand même, parce que j'en ai 2 ou 3. Je disais que c'est très millimétré. Moi, j'ai l'impression d'être pas aussi millimétré que sur un Super Meat Boy pour et pour un jeu qui va demander vraiment de la précision. Parfois, j'ai l'impression que le jeu ne répond pas aussi vite que j'aimerais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que je regardais, tu as ta Switch présente avec toi et je me demandais si tu jouais au stick ou à la croix. Est-ce que je crois que tu as une croix sur ton Joy-Con gauche, il me semble ? Oui, j'ai une croix, mais je joue au stick, effectivement. D'accord. Et en fait, normalement, je joue sur ma télé. Donc, j'ai une manette en filaire. Et le stick est un peu mou, donc ça m'arrange pas non plus. J'ai plus de facilité sur le stick de la Switch que le stick de ma manette. Je sais pas si ça parle quand je dis comme ça, mais... Les gens qui ont une Switch comprennent entre Joy-Con et manette Pro, j'imagine. Non, c'est une Razer, c'est la Razer à 20 balles qui avait aucun ajout dedans, elle vibre même pas. Moi, j'avais besoin d'un truc simple parce que je déteste les manettes qui vibrent. Enfin, j'ai du mal avec ça. Sur ce genre de jeu, je trouve ça ultra stressant. C'est perso. Donc voilà, donc je trouve que le personnage n'est pas aussi responsif qu'il devrait l'être. Mais c'est que ma sensation de 3 heures de jeu, donc à prendre avec des pincettes. Un deuxième truc que je déteste dans ce jeu, vraiment fort, et je trouve que ça gâche un tout petit peu l'expérience par moment, c'est la lisibilité. En fait, on a un fond de décor
qui n'intervient pas dans le jeu, c'est-à-dire qui n'a pas de conséquences solides sur le jeu, sur les plateformes ou sur le personnage, mais qui est parfois très présent et du coup qu'on confond un tout petit peu avec le décor réel. Donc parfois on a l'impression d'avoir un mur, mais en fait il n'est pas là, il fait partie que du décor. Et à défaut, parfois on n'a pas l'impression d'avoir un décor et en fait il est vraiment devant. Et donc du coup, parfois il y a un tout petit problème de lisibilité, mais le jeu joue vachement aussi sur les ombres. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des niveaux très sombres, un peu plus sombres. Et du coup, je pense qu'il veut jouer sur ce problème de lisibilité de temps en temps. Et moi, je trouve ça ultra stressant parce que autant le côté ombrage de certains niveaux, je peux comprendre et ça rajoute de la difficulté, autant quand on a un problème de lisibilité sur est-ce qu'il y a un mur ou pas, est-ce qu'il y a une plateforme tout simplement ou pas, là, ça va être gênant. Et moi, je me suis retrouvé parfois bêtement bloqué ou perdre bêtement là-dessus à me rendre compte, ah putain, mais c'est la fin du niveau et il y avait un mur, je l'avais pas vu, ou putain, il n'y avait pas de mur, je pensais pouvoir m'accrocher là, et en fait, c'est un peu relou. Bon, après, on part d'un niveau qui fait 3 secondes, donc ça va, on va s'en remettre très vite. Mais c'est un peu stressant à terme, et j'imagine pas du coup les fins de niveau, sachant que quand j'ai vu les vidéos, je pense qu'il y a des niveaux qui sont vraiment hardcore et qui demandent vraiment de la demi-seconde de réaction, quoi, et donc de comprendre très vite où tu vas atterrir pour pouvoir réagir très vite derrière. Et c'est ça qui me fait un tout petit peu peur pour le coup. Voilà. Mais après, je rebondis sur ce défaut, mais c'est comme Super Meat Boy, t'es obligé d'apprendre les niveaux par cœur à un moment donné si tu veux les réussir. Ouais, mais rapidement. Super Meat Boy, t'avais pas de problème de visibilité. C'est-à-dire que ton fond était vraiment visible. Tu savais que le mur était là ou qu'il n'était pas là, tout simplement. Et le fond était vrai, mais était visuel et apportait une ambiance. Mais là, l'ambiance, elle est du coup trop présente dans le jeu, bien qu'elle soit superbe. Hein. T'as des fonds de décor qui sont vraiment hallucinants, avec un côté gigantesque qui te fait te rendre compte de la dimension toute petite de ton personnage, mais parfois c'est un problème de visibilité. Et un dernier défaut qui me stresse un tout petit peu, je pense que ça c'est une volonté des développeurs, c'est que parfois quand tu descends très vite, c'est-à-dire que tu tombes très vite d'un niveau qui a un fond très bas, l'écran ne suit pas assez vite ton personnage. Et du coup parfois tu le perds un tout petit peu, et du coup tu sais pas exactement où tu vas atterrir. Et à contrario, quand tu arrives en bas de l'écran, tu peux pas diriger le bas de l'écran pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc du coup parfois tu sautes un peu dans le vide, mais vraiment dans le vide, en disant je sais pas ce qu'il y a en dessous, et du coup tu meurs en disant ah bah ok, le niveau il est comme ça, donc je vais pouvoir me rattraper après. Donc ça demande une forme d'appréhension, une forme de compréhension et d'apprentissage du jeu, mais moi je trouve ça un peu stressant. Je trouve que du coup les règles parfois elles changent en plein milieu du jeu. Alors c'est peut-être volontaire et je l'accepte, mais moi ça me stresse un tout petit peu. J'aime bien je trouve que sur un jeu où on demande d'être très précis et très rapide, j'aimerais que la caméra grosso modo elle te suive assez facilement là-dessus. Après, il y a peut-être que moi qui ai ressenti ça. Hein, donc, si vous, auditeurs, vous jouez au jeu et vous comprenez ce que je ressens, dites-le moi, ça, je me sentirai moins bête. Et à contrario, si vous ne ressentez pas ce que je ressens, me le dites pas, comme ça je me sentirai unique. Voilà. C'est sympa, merci. Et du coup, j'ai évidemment plein de questions à te poser. On fait beaucoup parler avec Super Meat Boy depuis le début. Est-ce qu'il y a une histoire de niveau caché, des warp zones peut-être? Ouais, il y en a. Ouais. Il y a du warp zone et j'ai pas réussi à l'avoir encore. En fait, je l'ai vu très vite. Je crois que au deuxième niveau, j'ai vu un warp zone s'afficher et j'ai essayé de l'avoir. Ok. J'ai évidemment plein de questions qui me viennent en tête à cause de Super Meat Boy ou grâce en tout cas. Est-ce qu'il y a des replays sur toutes tes morts? Non, il y a pas ça. Dommage. Ah, d'accord. C'est vraiment dommage. Quand tu finis le niveau, il te dit combien de fois t'es mort. Ouais. Mon maximum c'est 25 fois pour l'instant. Mais et sur les premiers niveaux, je suis vraiment très nul, je me dis. Non, mais ça veut rien dire. Enfin, comme tu dis, le jeu est peut-être difficile dès le début, donc c'est peut-être logique que. Oui, merci. Voilà. Ça, tu as les rangs aussi, A, B, C, D, enfin F, E jusqu'à S maxi, enfin le rang S. Ok. T'as une question? Vas-y, je t'écoute. Non, mais je te laisse terminer, mais bien sûr, j'ai plein de questions. Tu parlais du côté punitif qui semblait justifié, mais avec ton dernier défaut, finalement, tu m'as mis le doute. Est-ce que du coup, la caméra qui suit pas, est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que Après, c'est pas tant que ça. Hein. Genre, c'est pas tous les niveaux. C'est certains niveaux où tu dois descendre. En fait, tu te demandes ce qu'il y a en dessous et du coup, tu sautes un peu à l'aveugle. Mais en gros, c'est pas. Enfin, j'ai eu 3 fois le cas et j'ai dû faire 40 niveaux là, donc c'est pas non plus la mort. D'accord, mais c'est. Enfin, si, c'est la mort en fait. Mais ça arrive peut-être souvent par la suite. Peut-être. Et ok. Bon, on sait pas trop pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Ah oui, mais j'ai oublié du coup. Attends, il y a une mécanique de jeu que j'ai complètement oubliée. Je m'en serais voulu de l'avoir oublié. En fait, tu joues avec le feu et la glace. Enfin, feu et glace, c'est les éléments qui sont choisis, mais tu fais apparaître et disparaître des murs avec L et R. Et dans 2 éléments, donc feu et glace. Donc parfois, en fait, au début, tu n'as que la glace, donc tu fais apparaître des plateformes, tac, 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 et tu sautes dessus, ou des murs, et tu sautes dessus, et ainsi de suite. Après, c'est le feu, et ensuite, tu as la même chose. Parfois, tu as des niveaux où il n'y a que des plateformes que tu fais apparaître et disparaître comme ça.
Et parfois, tu as des plateformes à quadrillage, donc un quadrillage feu pour le horizontal, vertical, glace. Et en fait, tu dois clac, 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 jouer en permanence en sautant pour pouvoir arriver vers la fin du niveau. C'est ultra stress parce que tu as plein de pièges évidemment au milieu. Mais du coup, cette mécanique, elle rajoute un truc ultra violent, je trouve, dans le jeu, parce que tu dois vraiment parfois bloquer le laser au bon moment, puis lâcher pour replacer derrière, et puis repasser pour bloquer le laser, et tac, 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 tac. Et il y a un truc à 30 fou, quoi. À la fin, tu es comme un épileptique sur LR pour passer les murs ou pas, et c'est génial. Je vois très bien le genre, mais du coup, il y a peut-être d'autres pouvoirs qui se déclenchent. Elle est en même temps, on sait pas. J'ai pas vu encore, je pense pas, parce que le symbole qui te montre les deux pouvoirs étaient vides au début, puis ils sont remplis au fur et à mesure, donc je pense qu'ils sont pleins maintenant. Donc c'est fini. Peut-être des surprises cachées, mais c'est bien de ne pas le savoir, comme ça évite le spoil éventuel. Et après, tu parlais aussi de différents personnages, donc il y a une certaine rejouabilité, j'imagine. Est-ce que tu penses que c'est quand même envisageable de terminer tout le jeu avec un seul perso ? Oui, je pense que c'est possible, mais il y avait un jeu comme ça qui était, je vais dire une connerie, je pense que c'est VVVV. Je connais que de nom. Je crois qu'il y avait plusieurs personnages dedans et qui te permettaient de passer des niveaux plus facilement qu'avec le personnage de base. Et en fait, je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, si tu galères trop, il y a des personnages qui vont avoir des pouvoirs plus simples, un saut plus allongé ou une forme de lévitation sur la fin de ton saut pour pouvoir mieux te réceptionner. Je sais pas, j'imagine un truc comme ça. En tout cas, j'imagine qu'il y a un trophée associé pour finir le jeu avec le perso de départ, pour te dire t'as lâché jusqu'au bout. Sur Switch, je sais pas. Mais oui, ou peut-être une prouesse, un succès, que sais-je. Très bien. Moi, ça me vend bien du rêve. Alors, je sais que Julie, toi, c'est pas trop ton rayon, le jeu vidéo. Ouais, pas mais trop. sans- Grosse lacune, ouais. Mais- Pour moi. Je vais parler d'autre chose. Mais est-ce que ça t'a donné ne serait-ce qu'un peu envie ou ça t'a au contraire pas du tout intéressé ? Si, il y a un côté un peu hystérique, épileptique qui a l'air cool, quoi. Qui s'est ressenti Ouais. Physiquement chez Zef, vous l'avez pas Tout fait. à fait. Vous m'avez pas vu, mais effectivement, j'ai jeté les bras dans tous les sens. Non, ça a l'air marrant. Mais Plusieurs fois. je pense que c'est un jeu, tiens, je pense 2 secondes dessus, c'est pas possible. 2 secondes, c'est la fin du niveau. C'est la fin du niveau. Tu peux Ah ouais, finir en moins de ok, deux. je masterise. Ok, cool. T'as pas regardé les speedruns encore, Zef, pardon. Non, j'ai pas voulu me faire du mal. Je sais pas, ouais, ok. Mais j'ai très envie en fait de regarder des mecs jouer à ça. Franchement, le trailer de base, regardez-le et vous allez vite comprendre la douleur et 2 si vous pouvez apprécier le jeu. Parce que franchement, c'est assez ouf. Hein, ouais. Vraiment, quand j'ai vu le trailer, j'ai fait OK, je veux ce jeu tout de suite. Et c'est à peu près ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai demandé le jeu tout de suite. C'est ça, je te l'ai envoyé dès que je pouvais. Et en tout cas, je vous promets pas parce que depuis je dis il y a un petit lien en bas, machin, tout ça, mais soit il y a un trailer, soit il y a un lien d'un speedrun qui s'affiche au bas de votre écran, donc vous pourrez aller cliquer après l'écoute de ce podcast évidemment. Très bien, et on va faire un petit récap. Merci Zef, à moins que tu aies une dernière chose à ajouter peut-être. Le studio qui a fait ça, Caracal Games, a fait un autre jeu qui s'appelle Downward. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suis en train de le voir sur mon téléphone là, mais du coup je suis assez intéressé pour regarder ça. J'irai voir. Ok. Eh bien, c'était donc Okunoka Madness de Ignition Publishing, j'ai bien dit, pardon. Et donc, ça se trouve à 15€ sur PS4, Xbox One, PC, Switch. Et ça vient de sortir sur Switch tout récemment, en septembre 2020. Alors, j'ai un peu honte niveau culture, car j'ai jamais regardé la série dont va nous parler Julie aujourd'hui. Et je sais très bien que ça fait partie des séries cultes qu'il faudrait absolument voir. En tout cas, j'espère. Je vais peut-être me faire juger en disant ça, mais c'est Stranger Things qui a commencé à me donner envie de regarder, parce qu'on a fait le parallèle à l'époque de la sortie de la première saison. Du coup, Julie, est-ce que tu peux nous parler de Twin Peaks ? Écoutez, tout commence par la découverte du meurtre de Laura Palmer. C'est une jeune lycéenne blonde aux yeux bleus que tout le monde aime et dont le corps est retrouvé sur les berges de la rivière, enroulé dans une bâche plastique transparente. Grosse soirée, hein. Ambiance. Ses lèvres sont toutes bleues et elle a du sable qui est resté collé sur son visage et ça ressemble presque à des paillettes. L'agent spécial du FBI, Dale Cooper, va être dépêché sur les lieux pour mener l'enquête et va rapidement découvrir que la reine de la promo et son entourage cachaient de nombreux et lourds secrets. Nous sommes dans le nord de l'État de Washington, au milieu des montagnes et de la forêt, dans une petite ville imaginaire du doux nom de Twin Peaks, 51 200 habitants. Pas trop grand, quoi, ça va. Alors Twin Peaks, c'est quoi ? C'est un ensemble d'œuvres composé donc d'une série, 3 saisons, qui a démarré en 90. Ouais. Et également d'un long métrage de 92. La série orchestrée par Mark Frost et David Lynch, qui ont tous les deux co-créé cette œuvre. En 90, la première saison va avoir un succès télévisuel absolument énorme, à tel point que ça va contraindre Lynch
a étiré son œuvre sur une saison 2 beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Bon gré, mal gré. Voilà, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, ça a été une sorte de bombe télévisuelle à l'époque. Attention, Twin Peaks, c'est une œuvre qui ne fait pas du tout l'unanimité. C'est un vrai monument, c'est considéré très souvent parmi les meilleures séries de tous les temps. Mais je suis toujours très surprise de voir à quel point peu de gens l'ont vu. Tous les deux, avec moi, vous n'avez pas vu la série. Non. Non. Vous savez que c'est culte, mais pour autant, vous ne l'avez pas vu et beaucoup quand même arrêtent la série au bout d'un épisode en disant non mais c'est vraiment trop chelou, c'est vraiment trop lent, je ne comprends pas, c'est trop bizarre, ça fait trop peur. Donc c'est vraiment une œuvre qui est très clivante. On peut dire ça fait trop peur. Enfin, il y a vraiment des... Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, tu peux. Faut pousser après le premier épisode. Mais non, parce que je me dis du coup, 30 ans après, avec toutes les séries qui sont sorties, tous les styles de séries qui sont sortis, c'est ok, d'accord. Écoute, moi je l'ai maté la première fois toute seule. C'est un des souvenirs, mais vraiment de terreur nocturne hallucinant, quoi. Ok. Ouais. Tu l'as vu à la sortie? Non, Peut-être. je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à la sortie. Je l'ai vu. Alors j'ai découvert en fait la série. Je l'ai regardée en entier quand elle est ressortie en DVD. Ok. D'accord. Donc c'était il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Ok. Je vais peut-être pas trop vous parler de l'histoire, mais je vais peut-être plus vous parler de l'ambiance parce que tous les deux vous ne l'avez pas vu. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc ça se déroule dans un décor qui sent déjà la naphtaline. Déjà à l'époque, en 90, l'image, les looks, tout était déjà assez désuet. Imaginez des grosses jupes longues en laine, des pulls angora, des petits souliers vernis, des smokings et des verres de whisky avec des robes de soirée maxi épaulettes. Mais on est en 90, on est déjà plus dans les années 80. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Des blousons en cuir, des motos un peu rebelles, des teddy, et puis un temps assez humide, il fait moche, il fait gris, il y a les montagnes derrière, c'est assez plombant, il y a des sapins, et puis il n'y a pas beaucoup de gens quoi, dans cette ville. On se fait un peu chier, mais tout le monde s'aime bien, quoi. C'est assez tranquille. Bon, jusqu'à ce qu'on retrouve le corps de Laura. Il y a plein d'endroits assez sympas. Il y a un diner où on vient échanger les derniers ragots, draguer la jolie serveuse, boire un café noir comme une nuit sans lune accompagnée d'une part de tarte à la cerise. Il y a tellement le truc, putain. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a un grand hôtel construit un peu sur les hauteurs de la ville, tout en bois, dans une ambiance lodge, avec des totems indiens, des couvertures en laine natives américains, des trophées de chasse au-dessus d'une énorme cheminée. Où on peut boire des cocktails, c'est sympa. Cet hôtel, il surplombe des chutes d'eau magnifiques dans l'État de Washington, c'est absolument somptueux. Et puis derrière, il y a la forêt, qui est habitée non seulement par des hiboux et des animaux, mais aussi par des esprits. Et toute la ville est empreinte d'un certain mysticisme autour de ce qui se passe dans la forêt, des légendes animistes. Et voilà, c'est très, très pesant comme ambiance. Et au sein de cette forêt, il y a un endroit mystérieux, entouré de rideaux rouges, assez lourds en velours, et dont on ne sait pas vraiment s'il est réel. Est-ce que cet endroit est sur un autre plan? Est-ce que c'est le miroir de l'âme? Est-ce que c'est une pièce quelque part? On ne sait pas. Mystère. Ok. Mais enfin, oui, d'accord. Okay. J'allais dire c'est ça. la Black Lodge. C'est la Black Lodge? Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Je pense que vous connaissez tous cette image, vous l'avez vue sans forcément savoir que c'est la Black Lodge, mais c'est une pièce où il y a des gros rideaux rouges et puis un sol un petit peu en sorte de mosaïque noir et blanc. Et les personnages assis sur des gros fauteuils Chesterfield. Oui, d'accord. Voilà. Je vois très bien. C'est la Lodge. Putain, mais ça me fait penser à tellement de trucs d'un coup, en fait. Je pense qu'il y a trop de références. C'est absolument dingue. Et puis alors les personnages, au milieu de tout ça, on va rencontrer donc un agent du FBI aux cheveux noirs, gominés, hyper clean dans son costume impeccable, mais avec des méthodes un peu cheloues, qui est fan du Tibet, qui essaye de trouver des solutions en jetant des petits cailloux pour résoudre les meurtres. Il y a un adjoint du shérif, un peu débile, un quarterback, un psychiatre qui porte que des chemises hawaïennes, un homme d'affaires véreux qui fait de la reconstitution historique de la guerre de sécession,
Il y a un major de la Navy qui a été enlevé par les aliens, un jardinier agoraphobe qui ne sort jamais de sa serre, la propriétaire d'une scierie qui fait de l'arnaque aux assurances, le vendeur de rayons parfumerie d'un grand magasin, une femme borgne avec un cache-œil qui tente de breveter un système de tringles à rideaux silencieux, un dealer qui est devenu tétraplégique, un manchot, vendeur de chaussures, qui fait du porte-à-porte, un géant, mais qui vient te parler que dans tes rêves, et un nain en costume rouge qui parle à l'envers. Et surtout, une femme qui tient dans ses bras une bûche et qui lui parle comme si c'est son enfant. On dirait un peu les persos recalés du Cluedo, là, tu sais, ils ont tous un Ouais, truc... ouais, je C'est me ça. souviens, ouais. C'est génial. Et surtout, il y a Bob. Alors Bob, je vais pas vous dire qui c'est, mais je vous explique juste comment il est arrivé dans la série. Bob, l'acteur qui incarne Bob, était en fait un technicien. Il travaillait comme accessoiriste sur le tournage du pilote de Twin Peaks. Et accidentellement, il est apparu dans le reflet d'un miroir. Et Lynch, en voyant ça, a tellement flippé qu'il a dit « Non mais ok, donc tu vas faire Bob ». Mais putain, C'est génial. c'est génial. acteur. C'est génial cette histoire, j'adore. Donc ouais, il y a des trucs un peu flippants, même si c'est vieux, même si c'est 90, et t'as Ok. des trucs hyper flippants. En fait, t'es en train de dire le réal a flippé en montant son propre, Non sa mais propre truc. c'est pas juste le réal, c'est Lynch Oui, c'est en il a plus Lynch, flippé. quoi. Oui, voilà. en voyant la gueule de ce mec. D'accord, Voilà. ok. C'est Bob, c'est normal. C'est Bob. Alors au niveau des genres, c'est vraiment un mélange assez inédit. Il y a de l'enquête FBI avec un meurtre sordide, bon ça très classique. Il y a aussi des histoires d'amour, trahison, affaires, adultère. On est vraiment dans du Dallas Dynasty. Il y a aussi des scènes un peu absurdes, complètement décalées, qui sortent complètement de la narration. Et puis, bien sûr, il y a le chelou, dérangeant, incompréhensible qui est la signature de Lynch. On est en plein dans l'Uncanny Valley. En témoigne notamment ce personnage de Bob. Alors moi, c'est ce que j'appelais, avant d'entendre parler d'Uncanny Valley, moi j'appelle ça les apparitions de la Dame Marron dans les œuvres de Lynch. Je ne sais pas si vous avez vu Mulholland Drive ou Lost Highway, mais il y a très souvent, dans les films de Lynch, l'apparition d'un personnage comme ça qui n'a rien à faire là, apparaît subitement à l'image et est hyper flippant et très souvent peinturluré de noir. Alors en fait, on y repense maintenant, c'est une blackface. Ah oui, putain, oui. Et il y a un personnage notamment comme ça qui apparaît dans Mulholland Drive, une sorte de clodo qui apparaît dans le parking derrière un supermarché et c'est vraiment une apparition qui dure 2 secondes et qui te fait genre sursauter de ouf. C'est terrifiant, tu sais pas ce que fait cette personne-là. Elle a rien à voir dans la narration, voilà. Donc ça, c'est la signature de Lynch et bien évidemment, on retrouve ça dans son œuvre phare. Et alors Lynch, il aime bien rigoler aussi, il fait pas que flipper, il se paye même des petites mises en abîme avec l'apparition dans la série Twin Peaks d'une fausse série TV que regardent les personnages de Twin Peaks qui s'appelle Invitation to Love. Et c'est genre un soap complètement nul qu'il a recréé pour la série dans la série, qu'on voit souvent sur des petits écrans cathodiques dans la série. Alors, Zef, c'est marrant, tu disais ça m'évoque plein de choses, je vois plein de références, j'y pense maintenant, et c'est vrai que l'héritage de Twin Peaks, c'est absolument dingue. Pourquoi déjà, en 90, il n'y avait rien de semblable dans le paysage télévisuel, dans les séries, et l'œuvre, elle va être vraiment fondatrice et précurseur de toute une flopée de séries derrière. Juste par exemple, X-Files. X-Files, c'est quelques années plus tard, après Twin Peaks, et on retrouve des ponts, mais permanents. La saison 1 de X-Files, c'est un hommage, c'est du Twin Peaks, quoi. Dans l'ambiance, dans l'esthétique, on retrouve ces paysages comme ça, l'État de Washington, même ambiance, il pleut, on retrouve cet imperméable beige beaucoup trop grand qui semble être obligatoire pour tout agent du FBI. Ils ne peuvent pas s'habiller autrement. Et puis, il y a le personnage de cet agent du FBI, un peu spooky, et Dale Cooper, dans Twin Peaks, c'est un peu un Fox Mulder, quoi. Il est hyper fort, mais il est un peu quand même mis de côté aussi par sa hiérarchie, parce que même s'il est brillant, il dérange un peu, il a des méthodes un peu bizarres, il se fait recadrer souvent.
Et à ce sujet, vous verrez une petite apparition de David Duchovny dans la série Twin Peaks. Je ne vous en dis pas plus. C'est en mais rapport avec X-Files ou juste du. Aucun rapport avec D'accord, X-Files. ok. C'était avant X-Files. Je suis bien évidemment extrêmement amoureuse de Dale Cooper, tout comme je l'étais de Fox Mulder quand j'étais gamine. Dale Cooper qui est incarné, alors je ne vous ai pas parlé du cast, mais qui est incarné par Kyle MacLachlan, qui est un des acteurs fétiches de Lynch, qu'on a vu dans Dune, dans Blue Velvet. Desperate Housewives. Oui. Non, mais moi je l'ai connu par là en Ouais, fait, ouais, du coup, donc tout à c'est pour ça. Sex and the City aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre son compte Instagram. Il est magique. Enfin, voilà, c'est. Tu parles du petit lien qui est en bas dans la description du podcast, là, c'est ça? Ouais, Voilà, celui-là. ok. Ouais, tout à Toujours. fait. Alors ça, c'est la série. Je vous ai parlé essentiellement de la série qui a commencé donc en 90 avec 2 saisons. Une première d'ailleurs qui est beaucoup plus courte. La deuxième, il y a 2 fois plus d'épisodes. Mais c'est pas que ça, Twin Peaks. Il y a aussi un long métrage intitulé Twin Peaks Firewalk With Me, également de Lynch, qui va en fait relater les 7 derniers jours de la vie de Laura Palmer. Donc tout se situe d'un point de vue temporalité avant les événements de la série. Alors attention, ne regardez pas avant la série parce qu'on voit qui a tué Laura, évidemment. Mais attends, Très dommage. je te coupe parce que du coup, la question me brûle les lèvres, mais la fin de saison 1 est une fin ou la fin de la série est la fin? C'est clair, la fin de la saison 1 n'est pas la fin. Faut poursuivre dans la saison 2. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais en revanche, alors peut-être que tu veux venir plus tard, mais est-ce que la fin de la saison 2 est une fin? Ouais, la fin de la saison 2 est une fin, mais une fin avec une ouverture. Puisque en 2017, 25 ans après la fin de la série, David Lynch reprend du service pour nous offrir une 3e saison, mais tant attendue par les fans. Alors pourquoi tant attendue? Parce qu'il y a eu un effet d'annonce dans un des derniers épisodes de la saison 2, où un personnage annonçait en gros un rendez-vous dans 25 ans. Donc tous les fans ont bien évidemment, dès la sortie, misé sur un prochain rendez-vous dans 25 ans quand même. Alors, C'est long. on s'est regardé avec Zef, on a Ouais. ouvert les yeux, on t'a regardé après et on fait non, c'est pas possible, Ouais. c'est pas possible. Tu t'es dit ça, Zef, environ quoi. Ouais, c'est. Non, mais 25 ans d'attente. Alors, il faut savoir que les fans de Lynch adorent le theory crafting. Bah, pourquoi? Parce que déjà, rien n'est jamais expliqué ni bouclé dans les œuvres de Lynch. Donc, c'est forcément la porte ouverte à toutes les théories les plus pétées, les plus folles et les plus intéressantes. Et d'ailleurs, qui même donnent un sens à l'œuvre. Hein. Lynch adore ces théories parce qu'il fait de toute façon, je ne savais pas en fait. Donc, oui, Putain, d'accord. Ouais, on peut j'adore dire, ces artistes-là. on peut dire que c'est ça, du coup, ouais, c'est pas mal en fait comme scénar. Voilà. Donc cette dernière saison qui est sortie en 2017, moi je l'ai adorée, elle est vraiment magnifique, esthétiquement elle est dingue. Elle est quand même très différente de l'œuvre d'avant. Lynch a vraiment eu les mains libres et c'était d'ailleurs une des conditions sine qua non de refaire cette 3e saison. On a même cru que ça n'allait pas pouvoir se faire. Donc c'est vraiment c'est très conceptuel, c'est beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus violent. On retrouve un peu les dernières œuvres cinématographiques à la Inland Empire, avec vraiment compliqué de trouver un sens. Mais quand même, il y a du fanservice parce que quasi tout le cast original de la série est réuni sur 25 ans plus tard, et ça, c'est génial. C'est absolument génial. Et les nouveaux acteurs sont complètement fous, notamment Caleb, je me souviens plus de son nom, cet acteur qui joue dans Get Out, qui joue le frère Ah oui, j'ai pas son nom, mais je vois. médecin, voilà, qui est très très beau. J'aime beaucoup. Qui est dingue, est absolument dingue. Donc vraiment, vraiment très réussi, très réussi. Lynch a réussi à la fois rendre hommage à son œuvre initiale et offrir quelque chose de complètement différent. Et puis avec une fin qui n'est pas une fin, parce que de toute façon, il n'y a jamais de fin dans Lynch. Voilà, je vais terminer en vous parlant quand même d'un élément très important dans Twin Peaks, c'est la BO. Une BO absolument dingue, qui mélange plein de styles, comme la série, qui est à la croisée des chemins entre la musique d'ambiance jazzy d'ascenseur un peu chiante,
des chansons hyper cheesy, déprimantes, d'Arcos, des thèmes kitsch de soap, façon Des jours et des vies, et aussi du fantastique, de l'horreur, musique très inquiétante. Et tout ça, c'est orchestré d'une main de maître par Angelo Badalamenti, qui a signé beaucoup de BO de Lynch. Et tous ces morceaux, toutes ces musiques d'ambiance, on a notamment l'occasion de l'entendre dans la série, sur toutes les scènes qui se déroulent dans le Bang Bang Bar. Alors, le Bang Bang Bar, c'est un roadhouse, un bar un peu pété à l'extérieur de la ville, où vont se retrouver tous les personnages le vendredi soir. Et honnêtement, dans lequel je rêverais passer mes soirées de novembre à boire des bières. Et ce bar, donc c'est un élément assez central qui a été repris d'ailleurs dans la 3e saison, où quasi à la fin de chaque épisode, il y a une scène de clôture qui est consacrée justement au bar, et où on retrouve de vrais groupes dedans qui jouent. Au revoir Simone, par exemple, Nine Inch Nails. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Lynch qui fait quand même souvent appel à des poids lourds dans ses BO. On pense à Marilyn Manson, on pense à David Bowie dans Lost Highway, qui a signé des titres sur ses BO. Bowie, d'ailleurs, qui joue dans Twin Peaks, le film, qui a un rôle. Classique. Voilà. Et puis aussi Chris Isaac, qui a un rôle aussi dans le film Twin Peaks. Il joue un agent du FBI également. Donc la musique, très, très important vraiment dans l'œuvre. Ça contribue beaucoup à l'effet que la série a sur le téléspectateur. C'est ce sentiment un peu permanent d'être dans un rêve, dans un peu malaise, chelou. En même temps, t'as envie d'y être, et en même temps, t'es pas bien. Dans une atmosphère vraiment en dehors de l'espace et du temps. Moi, personnellement, j'aimerais vivre dans Twin Peaks. J'aimerais aller manger au Double R. J'aimerais aller prendre un cocktail à l'hôtel du Grand Nord, boire une bière au Bang Bang Bar. C'est vraiment un endroit qui... moi, je pense qu'il existe quelque part dans une réalité parallèle. Ouais, tout à fait. Donc forcément, c'est une œuvre qui crée beaucoup d'engouement des fans pour l'ambiance, pour l'esthétique. On trouve pas mal de bars partout dans le monde qui reprend cette ambiance, ce décor, etc. Je pense notamment à un bar que j'avais trouvé à Copenhague qui s'appelle le Log Lady, donc en référence au personnage de la femme à la bûche. Il y a des bang bang bars partout dans le monde. Et puis, il y a quand même un peu de produits dérivés qui font plaisir. Alors moi, mon dernier craquage, j'aime bien faire du vélo, et j'ai découvert qu'il y a une marque anglaise de jersey custom, donc de tenue de cycliste, qui a sorti un ensemble cuissard, maillot, casquette, gants, brandé Twin Peaks, mais genre avec tout le nom des bars, du diner, de la scierie, façon sponsor Tour de France sur le maillot. Parfait. Donc c'est commandé. Évidemment. En octobre. Voilà, je suis très excitée. Mais je vois passer plein de trucs de posters un peu simplifiés, tu sais, où tu vois marquer Twin Peaks avec juste les trucs de pain et le lodge et tout. Et en vrai, c'est de la visuelle qui me parle vraiment, en fait, et ça me donne vachement envie à chaque fois de me plonger dans le truc, sans vraiment le faire. Voilà. Mais ouais, ok. Vas-y, je sais pas. Non, mais je voulais pas te couper la parole. J'avais des questions, mais alors, en dehors du côté un peu flippant que tu disais, peut-être un peu angoissant, mais qu'est-ce qui fait pourquoi on ne peut pas aimer cette série ? Le rythme est quand même assez particulier. On parle d'une série qui date de 90. Donc aujourd'hui, la narration est quand même beaucoup plus rapide. La réal est beaucoup plus saccadée. Donc on a perdu un peu ce rythme très lent, très étiré. Et puis, tu sautes un peu du coq à l'âne d'un épisode à l'autre. Il y a des épisodes qui vont être très enquête, des épisodes un peu loufoques, et des épisodes... juste sur le fantastique, quoi. Donc ça peut perdre pas mal les téléspectateurs. Tous les épisodes servent à la narration, ou il y a parfois des épisodes tu dis ok, ils auraient pu sauter et en fait je me serais pas perdu. Dans la 3e saison, il y a des épisodes qui servent pas forcément à la narration parce que c'est très esthétique et très conceptuel. Mais non, c'est vraiment...
tous les épisodes servent à faire avancer l'intrigue et surtout toutes les intrigues entremêlées de tous les personnages parce que c'est hyper complexe. Ils ont tous des liens entre eux, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, il y a des secrets de partout et des trahisons de partout. Ouais, bien sûr. Mais en fait, ça des fait éléments à chaque fois. Je pense qu'il y a C'est très dense. tellement de séries, de jeux qui ont des références. Ça, je pensais à Until Dawn, qui a franchement, du coup, je trouve vachement d'inspiration Twin Peaks quand tu en parles. Après, quand je regarderai la série, je te dirai, mais il y a plein. Je pense à une série, j'ai plus le nom en tête, où une nana est en train d'enquêter sur une fille qui est retrouvée dans un coffre de voiture au milieu d'un lac. Enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a, dans l'inspiration, dans l'ambiance, dans la façon, un peu la Seven, tu sais, très. True Detective, pas mal aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ok, et est-ce qu'à la fin de la saison 3, il y a un petit suspense en mode rendez-vous dans quelques années ? Non. D'accord, donc là, il considère mais que c'est en une même œuvre, temps, bon, voilà quoi, c'est à la fois cyclique et à la fois ouvert. C'est pas fermé, mais non, il y aura pas de prochain cycle dans 25 ans. Après, c'est bien de ne pas faire la saison trop. Enfin, c'est déjà bien d'avoir fait ça en disant rendez-vous dans 25 ans et le faire vraiment avec la méta est ouf. Hein, ça, c'est trop stylé. Ouais. Non, mais le bien, c'est que je pense que c'était même pas voulu. Hein. Cette phrase, elle est prononcée dans la scène, mais parce que, je sais pas, Lynn, je pense, dans sa façon d'écrire très automatique, s'est dit tiens, ça sonne bien et n'a pas anticipé ça. Et je pense que c'est aussi la demande des fans et l'analyse qu'il y a eu après coup qui a créé cette envie et ce projet. Ouais, mais tu l'avais dit, dans 25 ans, ça fait 24 ans, allez, dépêche-toi. Ouais, mais j'imagine. Et du coup, j'avais une question, mais vous avez un peu répondu sur les références connues en dehors de X-Files. Donc, il y a eu toutes ces différentes séries. Mais alors, j'ai cité au début Stranger Things, on en a parlé au début. Mais carrément. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment comparer cette série Ouais, il y a le côté... alors, bon, Stranger Things, c'est plus 80s coloré pop, mais tu retrouves le même délire de petite ville. Voilà, tout le monde se connaît, bande de copains, etc. Et puis apparition, vraiment le mécanisme du fantastique, c'est-à-dire que tu es dans un univers normal que tout le monde maîtrise et soudainement il y a un élément qui apparaît de manière insidieuse, qui ouvre une porte et qui est un peu anormal et puis finalement la porte s'ouvre en grand et puis il y a tout un monde derrière qu'on ne maîtrise pas. Ce mécanisme, cette narration là et puis il y a le côté un peu kitsch de l'esthétique aussi. Et est-ce que tu penses qu'il y a un film, une série ou même autre chose quel serait pour toi le meilleur hommage à Twin Peaks ? Si t'en avais en tête. La question est difficile. C'est dur. Silent Hill. Non. Ouais, voilà ça. Non, je sais pas. Ouais, non, c'est. Il n'y a pas forcément une. Non. Pour moi, je pense que c'est marrant parce que ça a imprégné plein de gens. Et aussi, c'est très inconscient. Et je pense que c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Et je pense que plein de gens ne l'ont pas vu. Mais pour autant, tu retrouves des références, je pense, dans des œuvres d'auteurs qui ne se revendiquent pas forcément de Twin Peaks. Voilà, ça a créé un lit. Est-ce qu'il y a une construction ? Je pose cette question parce qu'en fait, j'essaie de me remettre dans le contexte des années 90 et des séries de l'époque. Et en fait, pour moi, alors c'est sûrement faux, mais une des premières séries qui a fait une histoire par saison découpée. J'entends pas un épisode qui se finit avec une explication un peu la X-Files au final. C'est super récent en fait. C'est vraiment début des années 2000 avec Dexter, des trucs comme ça, tu sais, qui ont commencé. Alors Dexter, c'est sûrement pas la bonne référence pour tout le monde, mais moi c'est comme ça que j'ai commencé. Les 24 chronos, les trucs comme ça. Et en fait, 90, avant X-Files, et même X-Files, il y avait une trame de fond, mais très, très, très au fond, vraiment, de chaque épisode. Et en fait, j'ai pas souvenir qu'il y ait une série qui ait commencé à faire ça. Et du coup, je me dis, putain, c'est Twin Peaks qui a lancé ça, quoi. Ouais, alors, sachant que c'est pas non plus aussi carré, c'est-à-dire que... tu vois, dans même époque, X-Files, il y a quand même une trame de fond en dehors de la résolution de chaque épisode, bien évidemment. Il y a le plot, etc., qui est sur toute la série. Twin Peaks, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a une première saison qui n'est pas la fin de la série, puisqu'il y a plein de choses non résolues. Mais en l'occurrence, le premier épisode n'est pas la fin de le premier épisode. Parce qu'il appelle le 2 second pour pouvoir comprendre l'histoire. Oui, la saison 2 est nécessaire pour non, je parle par épisode. C'est-à-dire quand tu regardes la fin de l'épisode 1, t'as pas une histoire qui est finie. Elle se tient pas par elle-même. Non, c'est feuilletonnant. C'est pas... et du coup, ce format-là, pour moi, il est apparu... Enfin, j'ai la sensation, et je suis sûrement tort, mais qu'elle est apparue très tard dans les séries, en fait. Tu le retrouves, mais dans le soap, en fait. Oui, voilà, ouais. Parce que d'accord, ok. Dans le soap, format soap, en fait. T'as une histoire qui se suit pendant 40 ans, quoi. Oui, ouais. Ok, d'accord.
Et la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut voir cette série? Est-ce que c'est que, tu parlais de DVD tout à l'heure, mais est-ce que c'est sur une plateforme aujourd'hui? Je crois qu'elle est sur Amazon Prime. C'est peut-être Amazon. Enfin, il me semble qu'elle est Amazon. Ouais. Et la 3e saison, c'est Showtime. Alors du coup, sur quelle plateforme elle serait? No idea. Ouais. Eh bien, il y a un petit lien en bas qui explique tout ça, de toute façon. Absolument. Voilà, ouais. ça sert à ça aussi. Très bien. Sinon, vous avez des vieilles VHS. C'est bien aussi. Ouais, alors où est-ce qu'on peut trouver un magnétoscope? Non, pardon. Darty. Ah, par exemple, peut-être. Zef, évidemment, il faut voir cette série, je pense. On se regarde tous les deux en se disant qu'est-ce qu'on a fait. En vrai, je pense que ça fait au moins 5 ans que je me dis faut que je regarde cette série. 5 ans. Et je sais qu'à un moment, elle était sur Netflix. Et quand j'ai pris Netflix, je me suis dit oh putain, elle y est. Et je l'ai mis dans mes favoris. Et depuis, ça n'est Bah, peut-être elle y est plus. plus. Je l'ai mis dans mes favoris. Et à un moment, elle a Ah, disparu, ouais. effectivement, je crois. Très bien, mais ouais, ça nous a donné envie tous les deux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de Twin Peaks, donc, qui a eu lieu en 3 saisons, entre 1990 et 2017. Et un film. Et un film. Jordan, I'm in London right now. Yeah. Do you copy? Yeah, exactly. We are going to see Kurt Russ. You know Kurt Russ? Yeah, Kurt Russ, the old guys of the podcast. Of all the podcasts. Yeah, Ketrus, La Tour Eiffel, Paris. Yeah. I know. You know him. Ok. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir, là c'est un peu triste, puisque un certain virus a emporté beaucoup trop de monde durant cette année 2020. Et c'est notamment le cas d'un certain Juan Jiménez, qui est entre autres l'auteur de la bande dessinée La Caste des Métabarons. Et c'était finalement avec cette chronique que Truss lui rend ce petit hommage aujourd'hui. Écoutons-le. Donc en fait, l'histoire de cette chronique commence étrangement par un tout petit point blanc. Un petit point blanc, une tache de peinture en fait, un tout petit peu en relief, peut-être quelques dixièmes de millimètre, un demi-millimètre sur une toile. C'était il y a 10 ans en fait, c'était au festival de BD d'Angoulême et j'étais en train de regarder une des nombreuses expositions qui exposent en fait des œuvres originales. Et donc cette petite tache blanche là sur cette grande toile, sur ce fond noir, c'était une étoile en fait. C'était une étoile qui avait été faite avec de la peinture, quelque chose qui avait été projeté, je ne sais pas comment, en soufflant avec un pinceau, avec une brosse à dents, j'en sais rien. Bref, cette petite tache de peinture sur une immense toile en fait, sur une très grande toile originale qui, je me rappelle, elle faisait, je pense, 2 mètres de large, c'était la double planche en fait. Et cette planche, c'était la planche originale de Juan Jiménez sur un des tomes de la Caste des Métabarons. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu sur un blog, sur le blog de Lurtor Le Noir, qui parlait en fait de Juan Jiménez qui est mort malheureusement, qui nous a quittés en avril 2020 là, à cause du Covid. Malheureusement. Et du coup, j'ai repensé directement à ça, j'ai repensé à cette petite tâche qui représente quand même beaucoup, bon, c'est peut-être un peu fort, mais qui étrangement m'avait subjugué, m'avait montré que voilà, c'est derrière les planches, derrière les petites planches, enfin les petites pages qu'on a dans nos BD, derrière en fait il y a des planches, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de physique, de matériel. C'est-à-dire souvent voilà, il y a cette texture, cette épaisseur, c'est plus de la 2D. Là, en fait, on est dans quelque chose de 3D. On voit le travail de l'artiste. Des fois, même, c'est rigolo. On voit des morceaux de scotch, on voit des morceaux collés, etc. Et en fait, ça m'a fait... ça a un peu tout de suite attisé en fait ma passion pour ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce qu'on voit derrière la BD, derrière le cinéma, derrière le jeu vidéo, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une chronique sur l'art ludique. Je pense que c'était... dans un des premiers numéros, mais je pense que le 1 ou le 2. Et voilà, donc en fait, et puis ça m'a ému quoi, de me dire que voilà, c'est un grand artiste qui est parti encore, malheureusement. Et donc Juan Jiménez est connu en particulier pour justement La Caste des Métabarons, qui est une saga de 8 tomes, écrite par Alejandro Jodorowsky, qui a un très grand nom de la SF, la SF francophone en fait. Il est chilien, il est franco-chilien. Dans les années voilà, le XXe siècle en fait. Il est toujours pas mort d'ailleurs, il a 91 ans, mais il est toujours là. Et donc en fait, Jodorowsky a créé avec Moebius, le grand Moebius, a créé l'univers de l'Incal, où on va retrouver
on va retrouver une espèce de raté qui s'appelle John D. Fool, qui en fait va vivre une épopée incroyable et qui va le dépasser. Et dans cet univers de Linkel, en fait, dans ses premiers tomes, a été créé le personnage du Métabaron, qui n'a pas de nom d'ailleurs à ce moment-là, qu'on appelle sans nom, et qui est censé être le guerrier le plus puissant de l'univers. Ouais, rien que ça, quoi. Et c'est effectivement le cas, et ça on le découvre dans Linkel et on le découvre aussi dans la caste des Métabarons. Et donc ce personnage leur a sûrement tellement plu qu'ils ont voulu aller plus loin, et ils ont créé, Jodorowsky a créé cette saga de 8 tomes de la caste des Métabarons, illustrée par Juan Jiménez. Jodorowsky, je reviendrai dessus, je pense, je suis quasiment sûr, quand Dune sortira. Le Dune de Villeneuve va sortir, parce qu'en fait, il y a un projet avorté, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, du Dune de Jodorowsky, qui était un projet incroyable, donc celui avant Lynch, bien entendu, qui mettait Moebius, qui mettait H.R. Giger, même avant le film Alien, hein, c'était avant 79. Il y aurait dû avoir Dali aussi, Salvador Dali, il y aurait dû avoir Orson Welles, etc. Enfin, la musique de Pink Floyd, Tangerine Dream, enfin, un projet incroyable. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, ça c'est. Je pense que je vous ferai un petit résumé de cette histoire incroyable quand sortira Dune. Mais revenons à nos moutons. Donc voilà, la caste des Métabarons. Alors, comment ça commence? Ça commence dans le Métabunker. Alors, vous allez voir, vous verrez, je veux dire plutôt, c'est du méta, c'est un peu la Batman, le Batcave, Batmobile, etc. Et là, donc, c'est le Métabunker. Il va y avoir la Métanef, le Métabaron, les Méta-armes, etc. Et donc, le Métabaron n'est pas là, mais voilà, ça fait des robots d'entretien, des robots de maintenance, etc. Et donc, on en retrouve deux qui s'appellent Tonto et l'autre Lothar. Lothar, il est c'est un robot un peu simplet, un peu enfantin, et en fait, il adore quand Tonto lui raconte des histoires, et là, il lui demande de raconter l'histoire de leur maître, donc le Métabaron. Et Tonto s'exécute, lui raconte son enfance quand il a eu sa première mutilation, qui s'est fait arracher l'oreille par son père, sans verser une seule larme, et s'est fait poser une métaprothèse technologique à la place, qui lui donne évidemment des capacités hors du commun. Et comment, toujours selon les rites des Métabarons, il a dû éliminer son père à l'âge de 16 ans pour prouver que justement le fils est encore plus fort que le père, et c'est ça qui fait que cette lignée de Métabarons est la plus puissante de l'univers. Et après ce petit préambule, donc on revient le lendemain, et Lothar insiste et demande à Tonto encore de lui raconter la suite, et surtout les origines des Métabarons. Et donc on se retrouve beaucoup d'années en arrière, beaucoup, et on va rencontrer Othon, le trisaïeul. Et d'ailleurs, tous les tomes sont prénommés des ancêtres du Métabaron actuel. Le premier s'appelle Othon le trisaïeul, le deuxième Honorata la trisaïeule, etc. Jusqu'à arriver sur le tome du dernier Métabaron. Et donc, avant que tous ces gens-là avant que la lignée des Métabarons commence, c'était des simples barons, enfin des simples entre guillemets, sur une planète riche en cristal, un cristal qui est exploité commercialement. Et donc leur travail, c'est de découper ce cristal. Donc il y a une famille, toute la famille travaille ensemble, et ils doivent découper ce cristal d'une façon très précise et très nette, et surtout très coordonnée. Car si à la fin de la découpe de ce cube parfait, ils ne font pas en même temps, eh bien ça peut être très dangereux, le cube peut se briser, s'affaisser, tomber sur quelqu'un, etc. Et bien évidemment, c'est ce qui arrive. Un des membres de la famille, un oncle un peu trop présomptueux, disons, et pas trop patient, décide de finir un peu plus vite sa partie, son arrête. Et ben voilà, arrive ce qui devait arriver, c'est que le cube s'écroule, et s'écroule sur Othon le trisaïeul, qui est le gendre du baron actuel. Et catastrophe, le baron actuel pense qu'il faut le laisser en dessous, c'est comme ça, c'est la vie, et on n'y peut rien, mais le reste de la famille vote pour justement l'aider. Et pourquoi le baron refusait de l'aider avec cette solution? Eh bien parce que cette solution consiste à utiliser leur huile sacrée, ou épiphyte, qui a des propriétés incroyables et qui était resté secret sur cette planète, et surtout tenu secret par cette famille depuis des générations et des générations. Donc ils vont sur la face du sommet de ce cube, ils en percent un petit trou, ils versent une goutte de cette huile sacrée, et ce cube immense et beaucoup trop lourd se met à flotter et à léviter, et ils peuvent ainsi sauver Othon le trisaïeul.
Alors bien sûr, ça veut dire que le secret a été vanté et les membres de la corporation commerciale qui venaient acheter ce cristal et observer aussi le travail d'orfèvre dont était capable cette famille découvrent qu'ils ont un secret. Et quel secret? Parce que ça peut renverser complètement l'ordre de l'univers, l'ordre technologique, et surtout ça peut rapporter un paquet de pognon, il faut bien le reconnaître. Donc cette corporation s'en va, et là on assiste à la réunion de famille des barons, enfin la réunion de famille présidée par le baron, qui explique que maintenant que le secret est inventé, vanté, ils vont avoir les troupes de l'Empire qui vont venir réclamer évidemment leur dû, réclamer ce secret afin de l'exploiter et de le commercialiser. On découvre alors une espèce de passation de pouvoir entre ce baron et Othon, qui est qui est le plus, on va dire, honorable pour prendre la suite de la famille. Voilà, avec une espèce de transmission de pouvoir un peu mystique, un peu comme ce qu'on va retrouver partout dans les œuvres de Jodorowsky. C'est toujours un peu mystique, et à la fois technologique et à la fois poétique, spirituel, etc. Et c'est un mélange assez spécial, mais qui est, quand on se laisse quand on se laisse vraiment porter par ce style, porter par ça, c'est fantastique, c'est assez libérateur et c'est excitant. Et donc le nouveau baron prend la tête et se retrouve face à une armée technologiquement beaucoup plus avancée qu'eux, parce que oui, eux vivent selon les préceptes de la Prima Terra, donc la Terre, la nôtre, et utilisent aussi donc des armures et des armes corps à corps, et ce ne serait pas honorable d'utiliser des armes à feu, des armes laser. Donc évidemment, c'est un massacre. Très peu en ressortent vivants, dont bien sûr Othon et son fils. Et voilà, ça commence comme ça, et là, la saga des métabarons et pourquoi ils sont devenus comme ça, et comment ils sont devenus surtout les meilleurs guerriers de l'univers commence. Je ne raconterai pas plus, évidemment. Grosse saga, gros classique, qui est la caste des métabarons. Voilà, un univers, une façon de narrer les histoires unique en son genre, unique à Jodorowsky. Quelque chose qui mêle, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la poésie, de la vraie hard SF, hein, vraiment comme on peut en aimer. Poésie, humour très froid, des jeux de mots, mais en même temps mêlés avec une geste épique, des combats spatiaux incroyables, etc. etc. Bon, c'est absolument à lire, c'est absolument à voir, c'est un grand classique. Et bien sûr, surtout, l'art de Juan Jiménez. Quasiment chaque planche est une œuvre d'art. Quasiment chaque planche, c'est comme une œuvre d'art classique. On a l'impression d'avoir un maître classique qui nous dessine une bande dessinée. C'est quand même plutôt un luxe. C'est magnifique. Il y a une maîtrise de la lumière incroyable, une inventivité dans le design des robots, des vaisseaux, de la mise en page, des combats spatiaux. Bref, une incroyable œuvre en fait. Moi, je n'imagine même pas quel temps il a passé à dessiner un peu toutes ces cases, quoi. C'est fou parce que tout a été fait à la main, tout a été fait à la peinture, donc c'est un travail monumental. Et voilà, bah, nous, on a la chance de pouvoir profiter de ça dans ces 8 tomes des Métabarons. Voilà, donc je vous le conseille fortement, vivement. Donc ça fait partie de l'univers de l'Incal. Donc beaucoup de tomes, hein. Commencez peut-être par l'Incal, puis vous pouvez enchaîner par le Métabaron. Après, les ordres sont pas trop importants après. Mais l'Incal, c'est la pierre fondatrice, donc faut la commencer. Et après, il y a avant l'Incal, après l'Incal, les technopères qui font suite un peu plus loin, l'univers des Métabarons, Megalex, etc. Il y a eu pas mal pas de spin-off, mais en fait de hors-série. Par exemple, il y en a un, c'est juste sur les armes des Métabarons, ce qui est assez incroyable à voir aussi, c'est juste ça. Il y a aussi une épopée sur les aïeuls, encore avant les aïeuls qui sont présents dans la case des Métabarons. Bref, c'est un univers assez vaste, assez incroyable. Voilà, mais vous pouvez très bien lire aussi juste la case des Métabarons sans lire le reste, ça marche aussi très bien. Mais vous verrez, hein, si vous êtes accroché par une des sagas, vous n'allez pas pouvoir vous retenir de tous les lire. Je vous conseille aussi d'aller voir des recueils, des anthologies des illustrations et des œuvres d'art de Juan Jiménez. Il y en a un qui s'appelle Arcane, Arkhanes,
Il y a aussi l'art de Juan Jiménez, il y en a plusieurs. Enfin, allez voir sur Internet, il y en a un petit paquet. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas, et que ça vous donnera, comme moi, des étoiles dans les yeux. Eh bien, merci Quetrus. Donc, c'était La caste des métabarons, donc cette BD de 8 tomes sortie entre 1992 et 2003. Et c'est le moment où on fait le point du défi. Alors ça marche comment du coup, vous m'expliquez? Et ben alors justement, tu as pris la parole et tu vas la garder puisqu'on lance des défis entre nous d'un podcast à l'autre. Et là, vu que tu arrives, c'est un peu ton bisutage et tu vas nous proposer un défi. Ok. Fais genre, on a pas Tiens, préparé, voilà. Tiens, voilà. Par exemple, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure. Moi, je joue pas. Hein, je suis un peu nulle parce que je suis un peu nulle et c'est pas trop mon truc. Vous avez jamais regardé Twin Peaks? Par exemple. On peut faire un truc un peu plus général, mais on se force tous pour la prochaine fois à faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, à lire une œuvre, voir quelque chose qu'on nous a recommandé mais qui nous saoule un peu. Je sais pas, lire une BD dont on n'aime pas le dessin. Et puis on se dit ok, bon bah on s'y met, on nous a dit que c'était bien, on regarde et puis après on viendra dire si vraiment c'était nul et c'était le vomi pour nous ou si finalement c'était cool. Ok, mais se forcer à le faire d'une façon critique, pas négative en lançant. Non, pas gratos, non, vraiment, genre on met de côté ses a priori, on fait l'effort et puis on regarde, on lit, on écoute. Okay. Si tu veux un jeu vidéo, du coup, moi je peux t'en conseiller au moins 2. J'espère que dans les 2 il y a celui auquel je pense, mais je t'écoute. Ah bah écoute, je pense qu'il y est aussi. Je vais faire un top 3 du coup pour être sûr. Vas-y. Non, je pensais à 2 jeux sur mobile pour être simple. Il y a Entièrement mon amour. Ok. Que tu peux faire et on conseille. Je crois qu'on conseille Jordan et moi à peu près à tout le monde. C'est pas évident. Enfin, c'est un petit peu dur, je trouve. Ouais, c'est un peu. Mais c'est un peu cru comme jeu. C'est un petit peu cru. Cru dans le sens aride, pas cru dans le sens chaud. Deuxième, A Normal Lost Phone. Ouais. Ok. Parce que en vrai, c'est un bon jeu. Il y a aussi, qui existe aussi sur mobile, Life is Strange. Ah, merci. Je l'ai gardé pour la fin. Évidemment. Qu'on peut te conseiller, qui est en 5 épisodes de 2 heures. Ça le fait complètement. Et même si tu fais qu'un épisode pour voir ce que tu as aimé dans le jeu, et ça peut être pas mal. Ok, cool. Bon, j'adore les devoirs. Très bien. En moyenne, le plus cher doit être à 5 balles environ. Ouais, tu pourras pas payer plus cher que 5 balles, c'est sûr. Ok, et nous on pourra regarder Twin Peaks ou faire autre chose. Mais ça me plaît bien ton concept de lire un truc où t'aimes pas le design. Parce que moi j'aime beaucoup lire une BD juste parce que je l'ai trouvé jolie. Alors là, je prends un truc que j'estime moche, même si c'est pas le mot. Et ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être très bloquant. Moi, il y a plein d'œuvres, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que le dessin ne m'accrochait vraiment pas. Et ça peut être un peu dur parfois de se plonger dedans. Pencher sur un bouquin. En fait, j'ai pas envie de mettre Twin Peaks là-dedans parce que j'ai très envie de le voir de base. Ouais, je suis partie de Twin Peaks parce que vous n'aviez pas vu. Mais non, partons sur complètement d'autres choses, quoi. Ok. Et bah, c'est parfait, on va faire ça. Je relève le défi, puis évidemment, tous les autres membres de l'équipe vont le consulter et choisir leurs petites choses, et puis on verra ce qu'on aura fait d'ici le mois prochain. Très bien, on va donc directement passer au coup de cœur, et je vais parler de jeux vidéo. Désolé, encore une fois, mais je suis obligé parce que j'ai accroché de fou. Donc on parlait dans tout début du podcast de Leroy Merlin. C'est là où j'ai passé mon mois d'août, pour résumer, donc le mois passé. J'ai passé beaucoup trop de temps là-bas. Et il y a un truc qui m'a détendu le soir quand je rentrais des travaux et de Leroy Merlin. C'est pas de la pub que je fais pour eux. C'est un jeu où on est 60 au départ. Tu peux pas en parler? Anya en a déjà parlé. Et justement, c'est un rappel au podcast précédent que vous n'avez peut-être pas écouté, la carte postale de l'épisode 21. Tu triches. En effet, Anya en a parlé, mais c'était la bêta à l'époque. Depuis, le jeu est sorti. Et après, elle en a parlé avec sa vision des choses. Donc c'est Fall Guys, évidemment, vous l'aurez compris, Zef l'a compris très vite. Donc c'est une course, où c'est un Battle Royale. Au début, il y en a 60, et à la fin, il reste 15 joueurs. Et c'est absolument génial, jouissif et rageant en même temps. Je ne sais pas comment le définir, mais j'ai passé des heures de folie dessus. On a joué ensemble avec Zef et d'autres amis en commun aussi. Et c'est trop cool. Vraiment, moi, c'est le truc qui m'a détendu pendant le mois d'août, parce que j'étais officiellement un peu en vacances. Et officiellement, j'en pouvais plus, quoi. J'étais crevé. C'est là où j'ai le plus bossé depuis le début de l'année, je pense, physiquement en tout cas. Et du coup, Fall Guys m'a vraiment beaucoup détendu, même si j'ai beaucoup ragé sur ce jeu. J'ai adoré ce côté petit bonhomme tout inoffensif qui doit aller au bout en premier, toucher, attraper quelque chose, jeter quelque chose d'autre, courir, sauter, tomber. Enfin, pour moi, c'est ouf. Et oui, Annie en avait parlé. Et il faut qu'on joue ensemble, même si elle joue sur PC et moi sur PS4.
Il n'y a Mais pas bref. de crossover. Et non, et tant mieux. Oh, Tant mieux, un pour une bonne cross-platform, raison. mieux. Oui, mais parce qu'il y a des tricheurs Oui, il y sur a PC. beaucoup de tricheurs sur PC. Donc je suis content de jouer sur PS4 à ce moment-là. Je vais te passer la parole, Julie, pour savoir quel est ton coup de cœur du moment. Alors moi, j'ai découvert, pas par moi-même, en regardant Trax, mais j'ai des derniers épisodes, j'ai découvert un peintre qui s'appelle Wayne Horst, qui est allemand et qui vit à Amsterdam, et qui peint des scènes un peu de fêtes, de bars, un peu dégueu, avec des gens tout déformés, un peu façon gueule tordue, Autodix, tu trouves des ponts quand même avec Twin Peaks et Lynch dans le truc chelou. Et notamment, il s'est lancé dans une méthode où il peint à moitié en regardant la toile, à moitié à côté, et ça donne vraiment des trucs avec des corps un peu difformes, mais la forme est quand même là. Et son message, c'est qu'il je sais pas, il a un problème avec les fêtes d'Ibiza et du sud de l'Espagne, je sais pas, c'est un truc, ça le fait complètement bader, et c'est très présent dans ses œuvres, et voilà. Le mec est assez taré, et je vous invite à le suivre sur Instagram, et puis en général, il like une photo de toi juste après. Il remonte très loin dans ton feed. What Ouais. C'est ouf. Ouais. Ah, c'est marrant. Voilà. C'est même creepy presque. Ouais, il est génial ce mec, je l'adore. Ok. Mais ça me fait penser. Du coup, je rebondis sur le côté peintre, mais parce que j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Des mecs qui ont trouvé. Enfin, c'est sur Van Gogh pour le coup. Et en fait, sa dernière peinture qui n'était pas finie, en fait, qui représentait un chemin, enfin un arbre dont on voyait les racines apparentes très noueux, l'arbre près d'une route. Et en fait. Il n'avait jamais fini cette peinture, et il y a des mecs qui ont trouvé où était ce truc-là. Et donc, du coup, ils ont reconstitué les derniers jours de Van Gogh, parce que c'est les derniers trucs qu'il a peint avant de mourir. Il se tire une balle. Et du coup, voilà, c'est une vidéo de peut-être 10 minutes. Et du coup, ça me fait penser à ça, parce que tu parlais de Trax. C'est pas eux, mais ça m'a fait penser. Bref, tu as compris d'où je fais le lien. Je sais pas pourquoi je m'explique. Et du coup, ça m'a fait ultra halluciner, parce que vraiment, autant je m'en foutais de savoir d'où était ce lieu, autant la méthode de recherche, elle est affolante, et je trouve ça ultra beau en fait comme truc. Voilà. Cool. Mais Zef, tu peux peut-être garder la parole du coup. Oui, Parce je que c'est l'heure de vais ton garder la parole, et je vais parler d'un vrai coup de cœur que j'ai eu cet été, que j'ai reçu après avoir parlé avec un mec dont j'ai pas le pseudo Twitter là sous les yeux, mais qui est Alain T. Puisségur, qui est un auteur d'un livre qui cherchait des personnes qui seraient intéressées pour parler de son œuvre. Et j'ai levé la main un peu au hasard sur Twitter en me disant ouais, ça a l'air d'être un thème qui m'intéresse de temps en temps, vite fait. Donc je me dis pourquoi pas, on peut essayer de regarder. Il est possible qu'on en ait déjà parlé dans ce podcast. Je suis pas sûr. De ce thème-là Du thème, ouais. Ouais, suis pas une sûr. fois ou deux, Ouais. je pense. Et du coup, j'ai eu le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir ça par courrier, vraiment par hasard, parce que ça n'a pas été prévenu. Il y avait tout un tas de goodies ultra cool. Et d'après ce que je sais, c'est dommage parce qu'ils ne sont pas vendus avec le bouquin. Et vraiment, ils sont vraiment cool. Il y a un petit médaillon en bois gravé. Il y a un ticket de cinéma du Roi en jaune du samedi 23 novembre 2003 qui est ensanglanté parce que évidemment tout le monde est mort une fois qu'on a vu le film. Et en fait, du coup l'œuvre est éditée chez Brajlon. Donc c'est Alain T. Puisségur, et je vais donner le nom de la personne qui a illustré parce que vraiment les illustrations intérieures sont vraiment cool. C'est Tatiana Plakova. Et j'ai toujours pas donné le nom de l'œuvre, vous remarquez. Et ça s'appelle Cthulhu, survie en terre Lovecraftienne. Ah bon? T'aimes Quoi? bien? Ouais, vite fait, mais vraiment pour dire que quoi, tu vois. Et en fait, le mec s'est tapé un délire. Et quand je dis ça, c'est vraiment très positif parce que en vrai, c'est un boulot assez monstre qu'il a fait derrière. Il est parti de l'idée. Alors, je sais pas s'il a vraiment fait ça. En vrai, je dis ça, je n'ai pas discuté avec lui et j'aurais peut-être dû parce que je pense que ça va être un mec assez intéressant pour le coup. Il a déjà écrit des trucs, des escape games, des trucs comme ça, pas forcément en rapport avec ce que j'ai sous les yeux là, mais du coup, il est parti de l'idée de se dire je vais faire une bibliographie de Lovecraft et de toutes les œuvres qu'il a faites et de tout ce dont il a parlé dans ses œuvres, c'est-à-dire catégoriser les dieux, les grands anciens, les créatures dont il fait part, les différents artefacts, les différentes villes, les différents... Enfin, tout, grosso modo, tout ce qu'on peut connaître de Lovecraft, tout ce qu'il a créé dans ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu et le mythe de Lovecraft.
Et en fait, il le fait, mais sous format narratif. Et je trouve ça ultra, ultra cool, en fait. Les premières pages, j'ai eu du mal en me disant, ok, ça donne un effet un peu bizarre, parce qu'en vrai, je connais la méta et donc je sais de quoi il parle. Mais le côté narratif, j'accrochais pas. Et en vrai, à la fin du premier chapitre, j'étais à peu près conquis, en fait. Et j'ai enchaîné le bouquin comme un sagouin. Et en fait, le truc de base, c'est un gamin, un mec qui dit, voilà, mon père est mort il y a pas longtemps et il m'a laissé dans son testament un manuscrit en disant que s'il mourait demain, je devais faire le maximum pour qu'il soit édité. Et en fait, c'est ce qu'on tient dans la main, évidemment. Et donc, on suit l'histoire de son père qui parle de Lovecraft comme d'un... merde, j'ai plus le terme en tête, mais quelqu'un qui va relater tous les événements qui sont arrivés un peu bizarres dans le monde. C'est pas un relateur, mais c'est un Un conjurateur. témoin, quoi. Ouais, mais il a un terme spécifique que j'ai plus en tête, mais c'est pas grave. On le reconnaîtra quand on le lira. Et en fait, il prend tous les écrivains qu'il y a eu à côté de Lovecraft, qui sont partis de son mythe à lui, qui en ont mis un tout petit peu. Il parle de Howard, donc, qui a écrit Conan, tu vois, même il va jusque-là. Et en fait, il va consigner un peu tout ça. En disant, bah voilà, ce sont des gens qui ont aussi aidé à faire comprendre ce qui s'est passé dans le monde et comment on peut y survivre. Et en fait, du coup, il va partir de ce principe-là en disant, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous en parler, mais et vous expliquer comment survivre à ce genre de choses. Spoil, dans 99,9% des cas, il faut fuir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et dans 99,9% des cas, vous mourrez. Voilà, ou vous devenez fou. C'est à peu près les deux possibilités. Et en fait, il a tout relaté et c'est ultra bien fait. Vraiment, quand je dis c'est ultra bien fait, j'ai eu du plaisir vraiment presque malsain à découvrir des petites choses qu'il met en avant que tu connais ou que tu savais pas. Et j'ai appris des petits trucs comme Ashtur, qui est le beau-frère de Cthulhu dans la création divine du truc. Et en vrai, c'est débile parce que beau-frère, ça implique qu'il y a un remariage ou un truc comme ça, alors que c'est pas vrai. Mais en fait, tu comprends dans la hiérarchie du truc pourquoi c'est possible et c'est vraiment cool. Et il va chercher des références assez loin dans le canon. Il parle beaucoup des montagnes hallucinées et ça me fait bander parce que je kiffe, c'est une de mes nouvelles favorites. Et en vrai, voilà, il va chercher tout ça. Il y a plein de petites références ultra croustillantes que moi j'ai kiffé, comme il parle je parlais du Roi en jaune, mais toutes les références qu'il y a à ça avec la pièce de théâtre qui a été soi-disant écrite, qui rend fou, qui est une référence à la pièce, comment ça s'appelle, à une série The Master of Horror où tu as Romero, je crois que c'est lui qui fait l'épisode où les mecs regardent en fait un film qui se déroule et deviennent fous au moment où ils voient le film et ils s'entretuent tous à la fin. C'est un peu le même genre. Et en fait, tu as plein de petits trucs comme ça et je trouve ça ultra cool. Et en fait, je le prenais un peu avec appréhension parce que voilà, dès qu'on touche à Cthulhu, je me sens un peu vite fait tatillon en me disant attention, faut pas toucher à un truc que j'aime, c'est un peu le genre, mais vraiment, le mec, il est plongé dedans et vraiment, il a fait un boulot monstre. Et 2-3 trucs que je trouve assez cool. À la fin, il fait sa bibliographie, évidemment, d'où sont extraits les citations qu'il met dedans. Et il fait... je sais pas, en fait, je sais pas comment c'est possible, mais du coup, il y a marqué, page 273, le titre de l'œuvre d'Uditya, c'est celui qui chuchotait dans le noir. Et en fait, il dit également intitulé celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et en fait, je pense qu'il a... Je sais pas d'où revient la reformulation du titre quand elle est traduite. Parce que Montagne of Madness, par exemple, à la base, ça a été traduit dans les montagnes hallucinées. Et en vrai, c'est les montagnes de la démence si tu traduis correctement le truc. Et je sais pas s'il y a une retraduction quelque part ou pas, mais ça m'a fait tiquer un peu. Et évidemment, tout le bouquin et alors là je vous le montre parce que vous êtes devant moi, mais à noter beau, hein, dans tous les sens avec des petits symboles, des trucs qui font bien sûr kiffer parce que c'est Cthulhu. Et il a écrit en code des trucs à côté et il a dispersé dans les pages le code. C'est-à-dire cette forme-là, c'est la lettre A, cette forme-là, c'est la B, et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, il dit, voilà, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin dans le truc, vous pouvez aller traduire ça, évidemment. Alors, j'ai pas commencé à le faire. J'allais dire, tu l'as fait en combien de temps? Je l'ai pas fait encore et je me suis dit, vas-y, je le fais cet après, mais j'ai eu un jeu dans les mains. Mais je vais le faire, clairement, je vais le faire au moins pour un texte ou deux parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je pense pas faire toutes les pages. Mais c'est trop cool. Et c'est trop cool parce que voilà, il y a plein de références. Ça m'a rappelé plein de parties de jeux de rôle où je m'étais dit, putain, effectivement, c'est comme ça que je l'ai vécu dans le jeu de rôle. Et c'est comme ça que lui, il relate. Donc je me dis, tu vois, est-ce qu'on a fait les mêmes campagnes? Il y a plein de petits trucs comme ça. Et voilà, c'est une vraie tuerie.
Je suis très content de l'avoir lu et je remercie l'auteur de me l'avoir fait envoyer parce que vraiment j'ai kiffax de ouf et ça va avoir une petite place particulière dans mon étagère. Et voilà, Très bien, Ça donne envie. merci. toujours. Et t'entends Zef là? Non, attends, ouais. Je crois qu'il y a la connexion avec Ketrus qui est revenu, il a un coup de cœur aussi. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ouais, alors, coup de cœur, coup de gueule, je sais pas trop en fait. C'est surtout. C'est pour parler en fait de la petite polémique qu'il y a eu autour de la saison 2 de, de The Boys en fait, sur Prime Video. En fait, la saison 1, on l'a eu en intégralité, c'est-à-dire qu'on a eu les 8 épisodes, si je me rappelle bien d'un coup. Et là, en fait, ils ont décidé de mettre d'abord 3 épisodes d'un coup, et après, en fait, de sortir un épisode au fil de l'eau. Alors ça commence à s'enflammer un peu sur les réseaux sociaux entre ceux qui gueulent vraiment que c'est nul et que du coup la série s'est pris une avalanche de mauvaises notes juste à cause de ça, ce qui est quand même dommage parce que en fait les 3 premiers épisodes sont assez fantastiques et sont vraiment dans la comment ça s'appelle dans la droite ligne de The Boys saison 1 et puis de la BD. D'ailleurs je vous conseille, on avait fait une chronique dessus et un focus dans Comics Outcast. Comme maintenant c'est la grande famille, allez écouter si cette série vous intéresse, si vous l'avez déjà vu, si vous l'aimez, etc. Et voilà, et en fait c'est marrant, le showrunner en fait expliquait que il a choisi de faire un épisode par un épisode parce qu'il prenait en comparaison Game of Thrones en disant que oui, on a une tension qui monte à fond la caisse en ayant un épisode par semaine et que tout le monde en parlait, tout ça, et que c'est génial et que cette tension en fait rend la série encore mieux et qu'il y a des épisodes, il disait aussi qu'il y a des épisodes tellement incroyables, je pense aussi qu'il parle pas mal de violence et que voilà, il y a une petite référence aussi au mariage pourpre. Bon, voilà, ok, moi je trouve ça c'est un argument recevable. Je pense que le mec se la pète un petit peu quand même en se comparant au succès qu'a eu Game of Thrones. Non pas que The Boys est une mauvaise série, mais c'est quand même une série de niche. Et voilà, moi je suis un peu déçu. J'avais commencé à regarder les 3 épisodes, et puis à la fin des 3 épisodes, au lieu d'avoir épisode suivant, à la fin du générique et une suggestion après derrière d'une autre série. Et ça m'a rendu un peu triste. Donc voilà, je voulais mettre un peu ma petite goutte de sel, ma larme de sel à cette petite news. Merci Ketrus, du coup, c'est super cool. Merci pour vos coups de cœur. Du coup, on va faire un petit récap sur les chroniques dont on a parlé aujourd'hui. Donc, Zephyriel avait commencé avec Okunoka Madness. Julie nous a parlé de Twin Peaks, Ketrus de La Caste des Métabarons. Ensuite, on a fait le petit défi du mois, les différents coups de cœur. Donc, merci à vous pour vos différentes chroniques. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, toi, Zephyriel ? Ouais. Alors, dans le vaisseau Hypersensa, c'était partout, quasi. Non, juste dans le défaussé, Whisperos, Comics Outcast et un nouveau podcast que du coup qui est sorti, qui sort bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on sort là, non, je vais dire une connerie. Il sort ce mois-ci. Il sort ce mois-ci. J'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de croiser Théo Rivière, qui est un auteur de jeux de plateau que j'apprécie particulièrement, en tant qu'homme, que personne maintenant, je peux le dire parce que je le connais un peu plus. Et on avait fait un jeu de rôle ensemble, bref. Et en fait, on s'est lancé dans l'idée de faire un carnet d'auteurs, je veux dire, de création de société, de jeux de plateau. Et voilà, du coup, on a lancé le truc, ça s'appelle 6388. Et c'est un format épisodique mensuel dans lequel on va parler de création de jeux, comment on passe de l'idée à faire un proto et tout ce qui s'enchaîne jusqu'à se dire comment on signe chez un éditeur, qu'est-ce qu'il va nous proposer, comment on suit la vie du jeu et ainsi de suite. Voilà. Ça a l'air bien stylé. À écouter donc. Rappelle-nous le nom. 6388. Et si on veut l'explication, on doit écouter le podcast, c'est ça ? Pour savoir ce que ça veut dire ? Non, je pense pas qu'on en parle dedans. Ah ok, bon, peut-être qu'on le dira plus tard alors. Ouais, voilà. Ok. Et toi Julie, on peut te retrouver où ? Eh ben, vous pouvez me retrouver avec mes comparses Zephyriel et Ketrus dans Whisperos également. Très bien. Un autre podcast du VHS, le vaisseau Hypersensas. Et du coup, abonnez-vous, comme d'hab, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et tout ça. Et j'ai une question pour toi Julie, comment ça s'appelle ce petit accessoire là ? Une pieuvre, un Belkin, non, je sais pas. Une pieuvre, c'est très bien. Tu peux me dire combien on peut brancher de casques différents dessus ? Pas mal. Plus que 3 en fait. Ouais, mais j'aimerais bien voir le nombre exact, c'est hyper intéressant pour la suite. Le double de 3, je pense. Non, parce que ça c'est l'entrée.
Ah, et ben alors, -1. Le double de 3 -1. Ce qui fait 5. 5 comme le nombre d'étoiles que vous allez mettre sur Apple Podcast parce que c'est trop cool et ça nous aide pour les référencements. J'ai cherché là, j'ai pris 30 secondes pour trouver cette blague. Et voilà, puis un petit commentaire, c'est très très bien. Et j'en profite aussi évidemment parce que j'ai un petit message à faire passer. Désormais qu'on fait partie du vaisseau Hypersensas, on a ce qu'on appelle un Patreon. Donc tout d'abord, sachez que le Contrecast est un podcast gratuit. Il le restera toujours. Néanmoins, avec Patreon, vous avez le droit de nous soutenir si vous le souhaitez, car c'est une plateforme via laquelle vous avez la possibilité de nous donner faire un petit don à partir de $1, il me semble, dans le but d'améliorer la qualité de ce podcast et les autres podcasts du vaisseau. Clairement, c'est grâce à ceux qui ont déjà fait ces petits dons auparavant qu'on peut enregistrer dans ce vaisseau, enfin ce studio, mais qui a un joli décor de vaisseau en tout cas. Enfin, c'est ce que vous pouvez imaginer. Et c'est vraiment super cool. Donc votre éventuel soutien est précieux et il est clairement pas obligatoire, mais dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, comme d'habitude. Et on se retrouve le mois prochain. Salut! Ciao. Salut! Ça, c'est pour ton montage, Cotrus.